Le claquement, c'est ça qui a commencé. Non pas le grondement des moteurs, ni des cris, juste des bottes. Lourdes, délibérées, multipliées. Le genre de bruit qui te dit que le sol lui-même a choisi son camp. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon déjà imprégné de cambouis et de sueur, et pendant une seconde, j'ai pensé faire semblant de n'avoir rien entendu. Puis le vacarme a englouti mon garage, pressant de toutes les directions, et la vérité m'a frappé comme un parpaing. Ça allait arriver, là maintenant. La porte roulante était à moitié ouverte quand les premières autos ont coupé leur moteur. La chaleur s'est engouffrée avec l'odeur de l'essence et du cuir. Les ombres se sont empilées jusqu'à ce que la lumière de l'après-midi disparaisse. Des hommes ont rempli l'espace devant mon garage, formant un cercle de plus en plus serré, des gilets noirs ornés d'ailes et de têtes de mort. Des visages impassibles, une posture calme, mais d'un calme exercé, dangereux. 150 d'entre eux, pas de passage, pas perdu. Ils étaient là délibérément. Je suis resté figé à côté du pont élévateur, mon cœur cognant si fort que je me demandais si on ne le voyait pas à travers ma chemise. Ma bouche est devenue sèche, les outils sur le mur derrière moi ont tremblé alors qu'une autre vague de motos s'arrêtait. J'ai compté sans le vouloir, 10, 20, 50. J'ai perdu le fil avant que ça ne corresponde plus. Il y en avait trop, assez pour effacer le garage de la carte s'il le voulait, hein? Assez pour m'effacer. Cet endroit avait été mon monde entier pendant des années. Un monde en faillite, peut-être, mais le mien. Le sol en béton fissuré, l'odeur d'huile imprégnée dans les murs, la radio qui ne marchait jamais vraiment. Je connaissais chaque son de ce garage. Et là, c'était un silence comme jamais. Comme s'il comprenait ce qui se tenait dehors. J'ai dégluti et essayé de respirer. La peur est venue en premier, aiguë et immédiate, comme une lame sur ma gorge. Mes paumes sont devenues moites. Mes jambes voulaient bouger, courir, mais il n'y avait nulle part où aller. La seule sortie était déjà bloquée. Je me sentais minuscule, réduit à un battement de cœur et à une mauvaise décision prise quelque part dans le passé. Puis la confusion a rampé. Pourquoi ici? Pourquoi moi? Je ne faisais pas partie de leur monde. Je réparais des moteurs. Je faisais profil bas. Je payais mes factures en retard et mon loyer encore plus. J'ai rejoué chaque conversation, chaque service, chaque refus, cherchant le moment où j'aurais pu franchir une ligne invisible. Rien n'est apparu. Et ça, c'était pire. Le cercle devant le garage s'est ouvert avec une lente précision. Le mouvement était subtil, mais absolu. Un chemin s'est dégagé, et à travers lui, un homme est apparu, sa seule présence changeant l'air. Plus grand que la plupart, plus large, ses pas lents. Ses tempes étaient grises, sa barbe bien taillée. Ses yeux ont scanné le garage une fois, ne manquant rien, puis se sont fixés sur moi. C'était Pierre. La plupart des gens le connaissaient juste par son surnom. Peu utilisaient son vrai nom, Pierre Duval, et encore moins osaient le prononcer à voix haute. Pour moi, il avait toujours été quelque chose de tout autre. Pas un ami, pas tout à fait de la famille, un genre de figure paternelle sculptée à coups de dures leçons et de loyauté encore plus dure. L'homme qui m'avait appris à refaire un carburateur et à la fermer quand le silence était plus sûr. L'homme qui m'avait tiré d'un pétrin une fois et s'était assuré que je comprenne qu'il n'y aurait pas de seconde fois sans conséquence. Pierre s'est arrêté à quelques mètres. De près, les années se lisaient sur lui, des rides profondes autour des yeux. Des cicatrices racontaient des histoires que personne ne demandait de répéter. Il sentait la fumée et le métal. Quand il a parlé, c'était bas, presque doux. « Julien », a-t-il dit, comme une vieille habitude. Le son de mon nom a atterri plus lourd que n'importe quelle menace. La peur a changé de forme, s'est aiguisée. La confusion a tourné au vif. Si Pierre était là, ce n'était pas un hasard. C'était délibéré. C'était personnel. J'ai ouvert la bouche, puis l'ai refermée. Les mots me semblaient dangereux. J'ai hoché la tête à la place. Un petit geste instinctif de respect.
Pierre a regardé au-delà de moi, le garage, le pont, le moteur à moitié monté, attendant des pièces que je ne pouvais pas encore m'offrir. Un éclair de quelque chose a traversé son visage. Pas de colère, pas de pitié, de la reconnaissance. Tu as été occupé, a dit Pierre. J'ai forcé ma respiration. Mon pouls tambourinait dans mes oreilles. Je voulais demander de quoi il s'agissait. Dire que je ne comprenais pas. Rappeler à Pierre de vieilles faveurs, de vieux liens. Rien ne me semblait juste. Les hommes dehors regardaient sans bouger. Un mur de muscles et de patience. Ils n'étaient pas là pour négocier avec moi. Ils étaient là parce que Pierre les avait amenés. L'anticipation a chassé la peur, juste assez pour faire mal. Quoi que ce soit, ça n'allait pas se terminer par un simple avertissement. Pierre n'était pas venu avec 150 hommes pour parler du beau temps. Pierre s'est rapproché, baissant la voix. « Tu ressembles à un homme qui attend de mauvaises nouvelles, » a-t-il dit. Ma mâchoire s'est serrée. « Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, » ai-je dit, détestant la faiblesse de ma voix. Pierre m'a observé un long moment. Le silence s'est étiré, lourd et délibéré. Dehors, quelqu'un a ri une fois, bref et sans humour, puis s'est tu. Le monde s'est réduit à l'espace entre nous deux. « As-tu déjà pensé à la façon dont les choses commencent ?» a demandé Pierre. « Pas les grands moments, les petits, ceux que tu ne remarques pas tant qu'ils ne sont pas trop grands pour être arrêtés. » Je n'ai pas répondu. Mon esprit s'emballait. Chaque instinct criait que cette conversation était le seuil de quelque chose que je ne voyais pas encore. La peur a palpité à nouveau, mais maintenant elle était mêlée à autre chose. La curiosité. Une appréhension aiguisée par le sentiment que ma vie allait basculer, que je sois d'accord ou non. Pierre s'est redressé et s'est tourné légèrement, désignant les hommes dehors. « Ces gars ne se sont pas réveillés un jour comme ça, » a-t-il dit. « Moi non plus. Toi non plus. » J'ai senti le poids des mots s'installer sur moi. Le garage semblait plus petit, les murs plus proches. Mon rêve, garder cet endroit en vie, me maintenir à flot, s'est soudain senti fragile, comme du verre sous pression. Pierre m'a regardé à nouveau et pour la première fois, il n'y avait plus de douceur dans ses yeux, seulement de la détermination. « Avant d'arriver à ce qui s'est passé ensuite, » a dit Pierre, sa voix stable, « tu dois comprendre comment nous en sommes arrivés là. C'était 3 semaines plus tôt, ou peut-être 1 mois. Honnêtement, les jours se ressemblaient tous, surtout les mauvais. Mon monde était plus petit, plus calme et dangereusement proche de l'effondrement. J'avais 34 ans et je me sentais plus vieux la plupart du temps. Mon garage, dans un petit patelin du sud de la France, Avignon ou à côté, peu importe, c'était mon héritage et mon fardeau. Une boîte de béton étroite qui sentait l'huile, la rouille et les vieilles promesses. Autrefois, c'était animé, bruyant de clients et de rires, de moteurs qui rapportaient de l'argent. Maintenant, ça boitait comme moi. Un travail honnête, tout le monde disait ça de Julien. Le genre de mécanicien qui ne réparait que ce qui était cassé et ne facturait que le juste prix. C'était une réputation qui me valait du respect et exactement 0 indulgence de la banque. Je vivais au-dessus de l'atelier dans une pièce exiguë qui emprisonnait la chaleur l'été et le froid de l'hiver. Pas de séparation entre le travail et la vie, pas d'échappatoire. Mon mariage n'avait pas survécu à cette réalité. Mes économies non plus. Chaque nuit se terminait de la même façon. Du cambouis sous les ongles, un dos raide et une pile de factures non ouvertes qui m'attendaient sur le bureau comme des accusations. Ce soir-là n'était pas différent. J'étais seul sous les néons, serrant le dernier boulon d'une vieille camionnette qui avait connu de meilleures décennies. La radio murmurait faiblement en fond. Je me suis essuyé les mains, j'ai vérifié l'heure et j'ai calculé combien d'heures j'avais travaillé par rapport à combien j'avais gagné. Le calcul ne s'améliorait jamais. J'ai fermé le capot et me suis tourné vers le bureau où les enveloppes étaient étalées en piles inégales. Loyer, charges, fournisseurs de pièces,
Avides coupures, cachées derrière un langage poli. Je les ai fixées sans en ouvrir une autre. Un homme ne pouvait absorber qu'une certaine quantité de mauvaises nouvelles par jour. J'ai tendu la main vers l'interrupteur. C'est à ce moment-là que le grondement a frappé. Bas, lourd, familier dans sa forme, mais différent dans son poids. Il a roulé d'abord dans le sol, puis a remonté à travers les murs. Un son qui ne demandait pas l'attention, mais la prenait. J'ai figé, ma main à quelques centimètres de l'interrupteur. Je connaissais les motos. Je savais la différence entre quelqu'un qui passait et quelqu'un qui s'arrêtait. Le moteur s'est coupé. Un silence épais et délibéré a suivi. J'ai expiré lentement et je me suis retourné vers la grande porte ouverte. Une Harley-Davidson était garée juste devant, noire mat, imposante même à l'arrêt. Le moteur a enjambé la moto d'un mouvement fluide et s'est levé, si grand que l'encadrement de la porte a semblé rétrécir en réponse. Pierre est entré sans hésitation. 1,93 m, des épaules larges, une cicatrice courant sur le côté gauche de son visage, pâle sur une peau burinée. Son gilet portait les insignes reconnaissables, non pas pour l'apparat, mais parce qu'ils éteignent sa place. La plupart des gens traversaient la rue quand ils le voyaient arriver. Certains verrouillaient leur porte. D'autres détournaient le regard et faisaient semblant de ne pas l'avoir remarqué. Je n'ai pas bougé, non pas parce que je n'avais pas peur, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Pierre s'est arrêté à quelques pas à l'intérieur du garage et a laissé ses yeux s'adapter à la lumière. Il a jaugé l'espace, les outils, le camion à moitié réparé, les factures sur le bureau. Rien dans sa posture ne suggérait l'urgence. Rien dans sa présence ne suggérait la sécurité. Mes soupçons ont jailli, vifs et rapides. Les hommes comme lui ne tombaient pas par hasard dans des garages en difficulté. Ils venaient avec des problèmes, et les problèmes coûtaient toujours plus cher qu'ils ne rapportaient. « Vous fermez ?» a demandé Pierre. J'ai hoché la tête. Presque. Pierre a jeté un coup d'œil à la moto, puis à moi de nouveau. Son regard s'est attardé, cherchant, mesurant. De près, le visage marqué portait un poids, mais ce n'était pas de la colère qui se cachait derrière ses yeux. C'était autre chose, quelque chose de plus brut. « J'ai besoin de ton aide, » a dit Pierre. Mes épaules se sont tendues. Ça y était. J'ai attendu le piège, la menace, le levier tacite. Rien n'est venu. « Ce n'est pas pour moi, » a poursuivi Pierre. Sa voix a baissé légèrement, comme si les mots eux-mêmes portaient un risque. « C'est pour ma fille. » Cette phrase m'a décontenancé. Pas menaçant, pas transactionnel, juste humain. J'ai hésité. J'avais attendu l'intimidation. Je ne m'attendais pas à ça. Pierre a déplacé son poids, un mouvement subtil qui trahissait un certain inconfort. « Elle s'appelle Sophie », a-t-il dit. « Elle a 18 ans. » J'ai écouté maintenant. Le soupçon était toujours présent, mais atténué, remplacé par une attention prudente. Elle avait 7 ans quand c'est arrivé, a poursuivi Pierre. Accident de voiture, un conducteur ivre. Ils se sont pris de plein fouet. Il a fait une pause, la mâchoire serrée. Elle n'a plus marché depuis. Les mots étaient plats, mais l'effort pour les maintenir ainsi était palpable. Pierre a détourné le regard un instant, ses yeux fixés sur une tache de béton, comme si c'était quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Elle a grandi entourée de motos, a-t-il dit. Balades, rassemblements, garages comme celui-ci. Elle a observé toute sa vie, la liberté sur 2 roues, le vent, le bruit, le mouvement. Il a secoué la tête une fois. Maintenant, elle est coincée dans une chaise. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. L'empathie a rampé, indésirable mais indéniable. La camionnette que nous utilisons, a dit Pierre. Ça marche, c'est sûr, c'est accessible. Sa bouche s'est serrée. Elle la déteste, dit que ça ressemble à une prison, dit qu'elle a l'impression de regarder la vie à travers une vitre. La voix de Pierre s'est brisée sur le dernier mot. Juste une fêlure, rapidement contrôlée, mais suffisante. Elle ne demande pas grand-chose, a-t-il dit doucement. Jamais.
mais elle m'a dit quelque chose le mois dernier. Il a dégluti. Elle a dit qu'elle voulait juste se sentir vivante. Je n'ai pas interrompu. Je ne pouvais pas. C'est là que tu interviens, a dit Pierre, me rencontrant enfin de nouveau les yeux. Je veux que tu lui construises quelque chose. Une mini-voiture personnalisée, basse, stable, quelque chose qu'elle puisse conduire avec des commandes manuelles, quelque chose qu'elle puisse conduire elle-même. La demande flottait dans l'air, lourde et improbable. Je l'ai fixée. De toutes les choses que je m'attendais à entendre, cela n'était pas sur la liste. Pas un racket, pas une faveur, pas une menace déguisée en politesse. Un père demandant à un autre homme de l'aider à donner à sa fille un morceau de liberté. Je sais que ce n'est pas simple, a dit Pierre. Je sais que ce n'est pas bon marché et je sais que tu pourrais refuser. J'ai regardé l'homme devant moi. Vraiment regardé cette fois. Au-delà du gilet, au-delà de la réputation, au-delà de la peur qui avait éclaté au moment où la moto était arrivée. Ce que j'ai vu, c'était de l'épuisement, de l'amour émoussé par des années d'impuissance. Un homme endurci, réduit à un seul besoin. Il ne pouvait pas forcer son chemin. Le soupçon s'est estompé. L'empathie a pris sa place, suivie de quelque chose de plus profond. Une connexion. J'ai pensé aux factures sur mon bureau, à mon atelier qui survivait à peine, au risque de dire oui à un projet qui pourrait m'enterrer s'il tournait mal. J'ai pensé à Sophie, une fille qui avait vu le monde bouger sans elle. Pierre a attendu. Pas de pression, pas de menace, juste un père debout dans un garage, demandant une aide qu'il ne pouvait trouver nulle part ailleurs. J'ai hoché la tête lentement. Je n'avais aucune idée que cette décision prise dans un garage tranquille, un soir tard, amènerait une armée à ma porte. Moment, là, je dois faire une pause. Tout ça, cette situation avec Pierre, cette demande, c'était tellement, mais tellement absurde. Je veux dire, tu y penses, un chef de gang, le genre qui fait frissonner tout le monde, qui vient te demander, à toi, le mécano paumé qui arrive à peine à joindre les deux bouts, de construire une voiture pour sa fille. Dans ma famille, mon père aurait dit « Fais attention aux loups déguisés en agneaux ». Il parlait des marchands sur le marché, mais là, c'était différent. Pierre n'était pas un marchand, il était brut, réel. Et sa demande aussi. J'aurais dû dire non, refuser net. Ça aurait été plus simple, plus sûr. Mais quelque chose m'a retenu. L'idée que je pourrais faire une différence, même petite. La vanité? Peut-être. L'espoir fou que ça puisse aussi, d'une manière ou d'une autre, aider ma propre fille, Marie, même si elle n'avait pas les mêmes problèmes que Sophie. Je ne sais pas. C'était un mélange étrange de peur, de pitié, d'orgueil mal placé, et de ce petit grain d'humanité qu'on n'arrive jamais tout à fait à étouffer. Une impulsion stupide, probablement. Bref, retour à nos moutons. Mon regard a dérivé de Pierre vers mon bureau, le chaos familier de ma vie mise à nu. Des avis de retard de paiement, un écran de téléphone fissuré qui vibrait avec un autre appel manqué, un reçu pour un compresseur qui toussait plus qu'il ne marchait. Je ne pouvais pas me permettre de prendre un projet passion. Je ne pouvais pas me permettre de travailler gratuitement. Je pouvais à peine me permettre de garder les lumières allumées. J'ai passé une main dans mes cheveux et j'ai expiré lentement, essayant de calmer le bruit dans ma tête. Dire oui, c'était prendre un risque. Dire non, c'était la sécurité, du moins l'illusion. J'avais appris à mes dépens que les bonnes intentions ne payaient pas le loyer. Puis mes yeux ont accroché la photo. Elle était calée dans le coin du bureau, usée sur les bords. Une fille de 12 ans, avec mes yeux et un sourire tordu. Marie, ma fille. Elle vivait avec sa mère maintenant, à quelques villages de là. Je la voyais le week-end quand l'argent de l'essence et la fierté le permettaient. Je n'avais pas pu lui offrir son cadeau d'anniversaire cette année. Je lui avais dit qu'il était en retard, coincé à la livraison. Elle avait dit que ce n'était pas grave. Ça m'avait fait plus mal que si elle avait été en colère. J'ai regardé de nouveau Pierre. La comparaison m'a frappé d'un coup, dur et indéniable. Des vies différentes, des choix différents,
la même douleur. Un père debout devant un autre homme, essayant de trouver comment donner à ses enfants quelque chose que le monde avait décidé de leur refuser, essayant de réparer ce qui ne pouvait pas être réparé avec des muscles ou de l'argent. La décision s'est installée dans ma poitrine avant que mon esprit ne puisse la contredire. Je vais le faire, ai-je dit. Pierre n'a pas bougé, n'a pas souri, juste écouté. Mais je ne peux rien promettre de fantaisiste, ai-je ajouté. Je vais la construire sûre, je vais la construire bien, c'est tout ce que je peux garantir. Pour la première fois depuis qu'il était entré, les épaules de Pierre se sont relâchées d'une fraction. Le soulagement a traversé son visage avant qu'il ne le verrouille à nouveau. C'est suffisant, a-t-il dit. À partir de cette nuit-là, le garage n'a plus dormi. J'ai travaillé après les heures, puis toute la nuit, nourri de café bon marché et d'une résolution obstinée. Le jazz jouait doucement à la radio, constant et imparfait, un rythme qui correspondait au travail. Je dessinais des plans au dos de factures et de vieux manuels, effaçant et redessinant jusqu'à ce que l'idée prenne forme. Pas un jouet, pas un gadget, quelque chose de réel, quelque chose qui puisse porter du poids et de la dignité. J'ai passé des matins dans les casses, les mains noires de cambouis, à la recherche de pièces qui avaient encore de la vie en elles. Colonnes de direction, keras, tout ce qui pouvait être coupé, retravaillé, renaître. J'ai réclamé des faveurs que j'avais oubliées avoir encore, échangeant des réparations de freins et des reconstructions de moteurs contre des pièces et de la patience. J'ai discuté avec les fournisseurs. J'ai négocié. J'ai improvisé. La construction m'a résisté à chaque étape. Les commandes manuelles personnalisées ont pris 3 tentatives avant d'être parfaites. La direction a eu besoin de modifications pour réduire la résistance sans sacrifier le contrôle. Le siège a dû être moulé, ajusté encore et encore jusqu'à ce qu'il soutienne sans emprisonner. Chaque solution révélait un autre problème. Chaque problème menaçait de me pousser au-delà de mes limites. La nuit, seule sous les lumières bourdonnantes, je pensais à Sophie, une fille qui avait observé le mouvement de côté. Je pensais à Marie, aux choses que je voulais lui donner et que je ne pouvais pas. Je pensais à la liberté, à la facilité avec laquelle les gens la tenaient pour acquise jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Des étincelles volaient alors que je soudais tard dans la nuit. L'odeur du métal chaud s'accrochait à mes vêtements. Les tasses de café vides se multipliaient sur l'établi. Mon visage s'est creusé d'épuisement, mais mes mains sont restées stables. Ce n'était plus juste un travail, c'était une promesse. Pierre a commencé à passer 2 fois par semaine. Il ne restait jamais longtemps, ne rôdait jamais. Il se tenait à l'écart, les mains dans les poches, observant les progrès avec une intensité qui frisait la vénération. L'extérieur dur se fissurait un peu plus à chaque fois. Il posait des questions, non pas sur les délais ou les coûts, mais sur les détails. Comment les commandes se sentiraient, à quelle hauteur le siège serait, à quelle vitesse elles pourraient aller sans être dangereuses. Au fil des semaines, il a parlé davantage. Il m'a raconté l'humour de Sophie, sec et vif, hérité de lui, comment elle dessinait des couchers de soleil de mémoire, parce qu'accéder à une bonne vue n'était pas toujours possible. Comment elle voulait être artiste. Comment elle signait ses dessins d'une petite aile dans le coin. Il a parlé de sa force, le genre qui vient de l'apprentissage précoce que le monde ne plie pas facilement. Elle déteste qu'on ait pitié d'elle, a dit Pierre une fois, me regardant serrer un boulon. Elle déteste ça plus que la douleur. J'ai hoché la tête. Je comprenais ça. Un soir, alors que la construction était presque achevée, Pierre a rompu le silence avec une question qui avait clairement attendu. « Tu lui donnes quelque chose que les médecins ont dit qu'elle n'aurait jamais, » a-t-il dit. « Pourquoi? » Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. J'ai serré la dernière fixation, puis j'ai posé la clé avec précaution. « Parce que quelqu'un devait le faire, ai-je dit. » La réponse a flotté, simple et sans fioriture. Pierre n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. 3 semaines après la décision, la mini-voiture était terminée au centre du garage.
jaune vif, la couleur préférée de Sophie. Pierre l'avait mentionné négligemment, sans savoir que j'avais enregistré l'information. La peinture captait la lumière et semblait briller. Les commandes manuelles étaient douces, réactives, réglées avec précision. Le siège s'adaptait comme s'il avait toujours été là. Chaque bord a été vérifié, chaque système testé et retesté. Je me suis reculé, l'épuisement me submergeant comme une vague lourde. Mon corps me faisait mal. Mon compte en banque était plus mince que jamais. Mais la fierté a traversé tout cela net et indéniable. J'avais construit quelque chose qui comptait. Aucun de nous ne savait ce qui se passerait quand Sophie ferait son premier tour. Ce premier tour allait déclencher une réaction en chaîne. Aucun de nous ne pouvait le prévoir. Pierre est arrivé juste après midi. Il n'est pas venu en moto cette fois-ci. Il a conduit une camionnette simple et pratique et l'a garée avec précaution, comme si le moment était trop important pour être précipité. J'ai observé depuis l'entrée du garage tandis qu'il sortait, contournait le côté passager et ouvrait la porte avec une douceur qui ne correspondait pas à sa réputation. Sophie est sortie lentement. Ma première impression n'a pas été le fauteuil roulant. Ce furent ses yeux. Sombres, vifs et bien plus vieux que les 18 ans n'y autorisaient. Des yeux qui avaient appris tôt à mesurer la déception avant qu'elle ne s'abatte. Elle était menue, ses cheveux foncés attachés lâchement, les épaules carrées comme une armure qu'elle portait par habitude. Elle a regardé le garage, puis moi, puis Pierre. « C'est ça ?» a-t-elle demandé, les bras croisés serrés contre sa poitrine. « Un autre projet de pitié ?» Les mots étaient vifs, rodés, une défense affûtée au fil des années de sourires bienveillants et de promesses vides. Je n'ai pas tressailli. Je me suis approché et je me suis accroupi légèrement pour être à sa hauteur. « Pas de pitié, » ai-je dit calmement. « J'ai juste pensé que vous aimeriez conduire. » Elle a reniflé, peu convaincue, et a avancé de quelques mètres seule. Son regard a balayé l'espace, désinvolte, méfiant, prête à rejeter tout ce qui l'attendait à l'intérieur. Puis elle l'a vu. Le jaune a d'abord attiré son regard. Lumineux sans être enfantin, audacieux sans s'excuser. La mini-voiture était centrée dans le garage. Des lignes épurées, un profil bas, indéniablement réel. Pas un jouet, pas une pensée après coup. Sophie s'est figée. Ses bras se sont relâchés. Sa respiration s'est coupée juste une seconde. Puis son visage a changé d'une manière qui m'a frappé plus fort que n'importe quel remerciement. Le scepticisme a fondu. Les défenses se sont effondrées. Ce qui les a remplacées, c'était l'émerveillement, brut et sans filtre. Elle a souri. Pas poliment, pas avec prudence. Un sourire franc et sincère qui n'avait pas l'air d'avoir été utilisé depuis des années. « C'est la mienne ?» a-t-elle demandé, sa voix soudain instable. J'ai hoché la tête. « Je l'ai construite pour toi. » Pierre se tenait derrière elle, silencieux. Ses mains étaient si serrées que ses jointures étaient blanches. Pierre m'a raconté plus tard ce qu'il a ressenti ce jour-là. Il m'a dit qu'il avait l'impression de voir Sophie pour la première fois en des années, pas juste comme sa fille handicapée, mais comme si la vraie Sophie, celle d'avant l'accident, avait refait surface. Chaque rire, chaque mouvement de Sophie dans la voiture lui vrillait le cœur. Il s'est reproché de ne pas y avoir pensé avant, de ne pas avoir trouvé de solution plus tôt. La fierté se mélangeait à une culpabilité silencieuse, mais l'amour, lui, prenait le dessus. Il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Ce n'était pas juste une voiture, m'a-t-il dit. C'était comme si elle avait retrouvé ses jambes. Ses propres larmes coulaient sur ses joues, et il n'avait pas même essayé de les essuyer. Un homme comme Pierre, tu vois, ça ne pleure pas. Mais ce jour-là, il pleurait. Quand elle a enfin garé, elle n'a pas bougé. 20 minutes se sont écoulées. Je me suis appuyé contre l'établi sans rien dire. Pierre est resté là où il était. Personne ne l'a pressé. Personne n'a osé briser le moment. Sophie est restée assise, les mains posées sur le volant, les épaules secouées, les larmes coulant sur son visage, mais elle souriait à travers elle.
J'avais oublié, a-t-elle dit finalement, sa voix à peine un murmure. J'avais oublié ce que la liberté ressentait. Pierre a avancé, puis lentement, avec précaution, comme s'il approchait quelque chose de sacré. Il a cherché son portefeuille, l'a sorti de ses mains tremblantes. J'ai levé une main. Non, ai-je dit. Pierre m'a regardé, confus. Dis ton prix, a-t-il dit. Peu importe le coût. J'ai secoué la tête. Laissez-la juste en profiter, ai-je dit. C'est un paiement suffisant. Pierre m'a fixé un long moment, puis a hoché la tête une fois. Pas de mots, aucun n'était nécessaire. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je me trompais. Ce moment de gentillesse allait résonner bien au-delà de ce garage. Le silence s'est brisé sur un seul nom. Julien Dubois. La voix de Pierre a porté à travers le garage et dans la rue au-delà, stable et sans effort. Elle n'était pas forte, mais elle n'avait pas besoin de l'être. Chaque homme présent l'a entendu clairement. Chaque personne regardant derrière les fenêtres et les encadrements de portes aussi. J'ai tressailli au son de mon nom, sortant ainsi de la bouche de Pierre. Mon pouls tambourinait. Mon esprit était toujours prêt à l'impact, aux conséquences que je ne comprenais pas encore. Il y a 3 semaines, a poursuivi Pierre, faisant un pas lent en avant. Tu as fait quelque chose que personne d'autre n'aurait fait. J'ai resserré ma prise sur la clé à molette. Ma mâchoire s'est serrée. Tu as rendu sa vie à ma fille. Les mots m'ont frappé de côté. Pas ce à quoi je m'attendais, loin de là. Tu n'as pas demandé d'argent, a dit Pierre. N'a pas demandé de reconnaissance et n'a rien demandé. J'ai senti tous les regards de la foule sur moi maintenant. La confusion a traversé mon visage, clair et sans défense. J'ai secoué légèrement la tête, comme si j'essayais de me réveiller. Dans notre monde, a poursuivi Pierre, c'est rare. Il a marqué une pause, laissant le poids de cela s'enfoncer. C'est sacré. Un murmure a parcouru la foule. Pas de bruit, un accord. Pierre a levé une main et a fait un petit geste. 2 moteurs se sont avancés, portant un lourd sac de sport. Ils l'ont posé doucement sur le sol en béton devant moi et se sont reculés sans un mot. Je l'ai fixé. « Ouvre-le », a dit Pierre. J'ai hésité, puis je me suis accroupi et j'ai dézippé le sac. Ma respiration s'est coupée. À l'intérieur, empilé et rangé avec une netteté impitoyable, il y avait de l'argent, plus d'argent que je n'en avais jamais vu en un seul endroit. Mes mains ont commencé à trembler alors que j'y plongeais mes doigts, effleurant des billets qui semblaient irréels. De chaque chapitre qui a entendu l'histoire de Sophie, a dit Pierre, pour toi. Je ne pouvais pas parler. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. J'ai levé les yeux, grands ouverts, cherchant sur les visages un signe que c'était une erreur. Il y a 50 000 €, a ajouté Pierre calmement, sans condition. Ma vision s'est brouillée. J'ai refermé le sac lentement, comme si en bougeant trop vite, il risquait de disparaître. Pierre a levé la main de nouveau. Un autre moteur s'est avancé et a placé un petit trousseau de clés dans ma paume tremblante. Le bâtiment d'à côté, a dit Pierre. À toi. Un atelier agrandi, payé. Mes genoux ont fléchi. Je me suis rattrapé au bord de l'établi, la respiration haletante, la poitrine serrée. Le garage a vacillé autour de moi. Ce n'est pas de la charité, a dit Pierre, sa voix ferme. C'est du respect. Pierre a comblé la distance et a posé une main lourde sur mon épaule. Le contact m'a ancré, chaud et solide. Tu fais partie de la famille maintenant, a dit Pierre. Tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu appelles. Il s'est tourné légèrement et a désigné les hommes qui nous entouraient. C'est ta famille. Quelque chose à l'intérieur de moi a finalement cédé. La peur qui avait régné sur ma vie pendant des années s'est fissurée et s'est répandue en larmes que je n'ai pas pris la peine de cacher. J'ai couvert mon visage d'une main et j'ai sangloté, les épaules tremblantes. À ce moment-là, chaque nuit tardive,
Chaque sacrifice, chaque échec silencieux m'a traversé d'un coup. J'ai pensé à Marie, aux anniversaires que j'avais manqués, à la honte que je portais comme une seconde peau, à la solitude dans laquelle j'avais vécu si longtemps sans l'admettre. Pierre s'est légèrement penché. Les hommes bien sont rares, a-t-il dit doucement. Nous protégeons les nôtres. Et à ce moment-là, j'ai compris, je n'étais pas cerné, j'étais adopté. La formation s'est dissoute comme une respiration retenue enfin relâchée. Les hommes se sont avancés. Non plus un mur imposant, mais une marée d'individus, chacun portant son propre poids, sa propre histoire. Des mains se sont tendues. Une poignée de mains s'est transformée en une autre. Des poignées fermes qui ont duré plus longtemps que la courtoisie ne l'exigeait. Des tapes sur l'épaule ont suivi. Puis, des bras m'ont enlacé dans de brèves étreintes, désarmantes, qui m'ont coupé le souffle. Des voix se sont élevées autour de moi, se chevauchant, brutes, non polies. Mes enfants ont une paralysie cérébrale. Mon frère est en fauteuil après un accident. J'ai vu mon vieux perdre son atelier après avoir fait la bonne chose trop de fois. Ce n'étaient pas des confessions livrées pour la sympathie. C'étaient des déclarations de faits, la preuve d'un terrain commun. J'ai écouté, stupéfait, alors que des fragments de leur vie faisaient surface. La perte, la loyauté, le sacrifice qui ne font jamais la une des journaux. J'ai réalisé alors que ces hommes comprenaient le coût de choisir les autres plutôt que soi-même. Ils comprenaient ce que cela signifiait de soutenir la famille quand il aurait été plus facile de s'éloigner. Le garage s'est rempli de mouvements et de bruit. Le rire a traversé la tension précédente. Quelqu'un m'a tapé dans le dos assez fort pour me faire vaciller. Un autre m'a pressé une bouteille froide dans la main sans demander. L'air est passé de la stupéfaction à la chaleur, du spectacle à la communauté. Puis une note de moteur familière s'est glissée dans le bruit. Les têtes se sont tournées. La mini-voiture jaune a fait son apparition, brillante contre la rue atténuée, avançant lentement mais avec confiance à travers la foule. Les motards se sont écartés sans qu'on le leur demande. Des sourires se sont répandus alors que Sophie passait devant eux comme si elle y appartenait. Parce que c'était le cas. Elle s'est arrêtée à côté de moi et a coupé le moteur. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis les acclamations sont venues, spontanées et fortes, mais Sophie les a calmées d'un petit sourire. Avec une attention exercée, elle a accepté l'aide, s'est transférée et s'est tenue avec l'aide de ses béquilles. Ce n'était pas facile, ce n'était pas rapide. C'était délibéré, mérité et stable. Elle a tendu la main dans un petit sac à dos et en a sorti une feuille de papier pliée. Je l'ai prise avec des mains tremblantes. C'était un dessin. Moi penché sur un établi de soudure, des étincelles volant en arc de lumière figée. Les lignes étaient confiantes, intentionnelles. Dans le coin, écrit soigneusement, 3 mots. Mon héros. J'ai de nouveau craqué. Sophie m'a regardé, les yeux brillants et sans cligner. Tu m'as donné ma liberté, a-t-elle dit. Maintenant, tu as la tienne. Les mots se sont enfoncés profondément, s'installant quelque part de permanent. Alors que le moment s'apaisait, un autre homme s'est avancé. Plus âgé, buriné. Il m'a tendu la main. Je m'appelle Thomas, a-t-il dit. Je suis entrepreneur. J'ai serré sa main automatiquement. Nous rénovons le bâtiment d'à côté, a poursuivi Thomas. Gratuitement, équipement de première qualité. Tu ne le reconnaîtras pas quand nous aurons fini. Avant que je ne puisse répondre, une autre voix a coupé. Je gère un distributeur de pièces automobiles, a dit un homme, hochant la tête une fois. Pris de gros avis. Un autre s'est avancé, plus jeune, confiant. Le marketing, c'est mon truc. Site web, réseaux sociaux, publicité locale, je m'en occupe. Les offres n'ont pas cessé. Elles s'empilaient silencieusement, efficacement, comme des briques posées avec soin. Pas de carité, de l'infrastructure, pas une aumône, une fondation.
Je me tenais là, dépassé, à peine capable de traiter l'ampleur de ce qui se déroulait. Ce n'était pas seulement de l'argent. Ce n'était pas seulement des cadeaux. C'était un réseau qui se refermait sur moi. Une famille construite non pas sur le sang, mais sur le principe. J'ai regardé les visages des hommes rudes adoucis par un but commun, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pour la première fois depuis des années, l'avenir ne me semblait pas une menace. Il me semblait ouvert. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, le garage ne ressemble plus à un endroit où l'on survit. C'est un endroit que l'on construit. Le nouvel atelier est solide et propre. La lumière du soleil se déverse par de larges portes sur des sols qui n'ont pas encore appris le langage des fissures et des taches. L'équipement tapisse les murs. Des outils modernes, précis, fiables, qui fonctionnent quand on leur demande. De l'espace pour respirer, de l'espace pour planifier, de l'espace pour faire les choses correctement. Je me déplace avec une confiance tranquille. Je ne suis plus seul. 2 employés travaillent à mes côtés. L'un est un ancien militaire qui a passé des années à essayer de traduire la discipline apprise à l'étranger en une vie civile qui ne semblait pas vouloir de lui. L'autre est une mère célibataire qui avait besoin d'heures stables et d'une chance que personne d'autre n'avait jamais offerte. Je ne les vois pas comme des cas de charité. Je les vois comme des personnes qui se sont présentées, ont appris vite et s'en sont souciées. L'atelier a trouvé son but. Je me suis spécialisé dans les véhicules adaptés maintenant. Commande manuelle, siège modifié, construction personnalisée conçue autour de la dignité plutôt que de la limitation. Le bouche à oreille s'est répandu rapidement. Mon site web affiche une liste d'attente de 3 mois pleine de noms de villes que je n'ai jamais visitées. Des familles prêtes à attendre parce qu'elles font confiance au travail. Parce que quelqu'un leur a dit « Si Julien Dubois dit qu'il vous aidera, il le fera. » Un après-midi, un de ceux qui comptent plus que les autres. J'étais debout à côté d'une table de soudure avec ma fille Marie. Elle portait des gants trop grands pour ses mains et un casque qui glissait un peu quand elle hochait la tête. Je la guidais avec soin, patient et présent, expliquant la chaleur et la distance et pourquoi des mains stables étaient importantes. Quand la soudure a pris, imparfaite mais forte, elle m'a regardé avec un sourire qui exprimait de la fierté plutôt que de la patience polie. Elle était fière de moi maintenant. Pas pour l'argent, pas pour le bâtiment, mais pour l'homme que j'étais devenu. Le mouvement n'a pas cessé avec l'atelier. Sophie conduit toujours tous les jours. La mini-voiture jaune est maintenant éraflée, usée de la meilleure façon. Elle s'est inscrite à l'école d'art, ses carnets de croquis se remplissant de mouvements, de lumière et de routes ouvertes. Elle a créé une fondation qu'elle a nommée Les Routiers de la Liberté. Une idée simple basée sur le même principe qui a tout commencé, aider à financer des véhicules adaptés pour les personnes à qui on avait dit que la liberté n'était plus une option. Les demandes affluent, les histoires suivent. Pierre et moi prenons un café 1 fois par mois. Pas de blason, pas de spectacle, juste 2 hommes assis l'un en face de l'autre, parlant de la vie, de nos filles, des étranges chemins qui nous ont menés ici. Notre amitié n'avait aucun sens sur le papier. En pratique, elle est solide et simple. Puis les lettres ont commencé à arriver. Des enveloppes manuscrites, des courriels imprimés et pliés, des messages envoyés via le site web que je lisais tard le soir quand l'atelier était de nouveau calme. Des parents me remerciant de leur avoir montré ce qui était possible. Des personnes handicapées partageant des histoires de vidéos de Sophie et réalisant que quelque chose en elle n'était pas mort après tout. Des mécaniciens d'autres régions demandant comment apprendre à faire des constructions adaptées, comment bien faire, comment commencer. Je garde une boîte sous mon bureau et la remplis lentement. Un acte de gentillesse, une nuit blanche à souder, une décision prise sans attente. Cela a créé des vagues que je n'aurais jamais imaginées. Et ce n'était pas encore fini. Je suis debout à mon établi, les mains posées sur l'acier marqué qui m'a porté à travers les pires et les meilleures années de ma vie. Ma voix est calme maintenant, ancrée, débarrassée de toute performance. J'ai failli dire non, et j'admis. J'étais fauché,
J'étais fatigué. J'avais peur. J'ai fait d'une pause, mes yeux dérivant vers les outils étalés devant moi. Chacun gagné, chacun familier. J'avais toutes les raisons logiques de partir, ai-je poursuivi. Le loyer était en retard. Mon atelier tenait la peine. Je n'arrêtais pas de me dire que je n'étais pas le genre de personne qui pouvait sauver qui que ce soit. Il a secoué la tête une fois, un léger sourire tirant le coin de ma bouche. Mais quelque chose m'a dit, « Hâte juste, ne pense pas à ce que tu vas en retirer. Ne fais pas les calculs. Ne te protège pas pour une fois. » Je me suis appuyé contre le banc. La gentillesse n'est pas transactionnelle, ai-je dit. Elle n'est pas censée l'être. Tu ne le fais pas en attendant un retour, mais d'une manière ou d'une autre, l'univers tient la balance. J'ai levé les yeux alors, mon regard stable. J'ai donné la liberté à Sophie, mais en réalité, ils m'ont donné la mienne. La liberté de la solitude, de la lutte constante, de me sentir invisible dans un monde qui récompense le bruit au lieu de la décence. La porte de l'atelier est ouverte derrière moi maintenant. Pierre est de l'autre côté de la baie, les manches retroussées, les mains plongées dans le cadre d'une nouvelle construction adaptée. Pas de gilet, pas de cérémonie, juste du travail. Les deux hommes se meuvent en rythme, se passant des outils sans parler. Le genre de coordination qui ne vient que de la confiance construite tranquillement au fil du temps. Un moteur ronronne dehors. Sophie entre, s'arrêtant doucement avec une confiance exercée. Elle saute dehors avec de l'aide, un plateau de café soigneusement équilibré, et nous tend à chacun une tasse comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Livraison de carburant, dit-elle en souriant. Nous rions ensemble, facilement et sans défense. Le son remplit l'atelier, rebondit sur les murs et se répand dans la rue où les moteurs vont et viennent. Les voisins saluent et la vie avance sans peur. C'était bizarre, cette vie que j'avais maintenant. Des gens qui cèdent sans demander, des projets qui dépassent les miens, un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais vraiment eu. Est-ce que c'était de la bonne décision, ce oui murmuré un soir? Je ne sais pas. Est-ce que ce genre de gentillesse peut durer? Qui sait? La vie est pleine de tournants, de routes inattendues. Mais pour l'instant, c'est ma vie, et elle est plus vivante, plus riche, plus compliquée que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et ça, c'est déjà beaucoup.